Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un conflit qui est vraiment au cœur de la démocratie américaine. Cette lutte entre le pouvoir d'un président et les limites que la loi est censée lui imposer. Tout commence avec cette phrase qui en dit long. Elle résume à elle seule toute une philosophie de gouvernement, celle d'un président d'action qui signe des décrets à un rythme effréné, et ce, dès le premier jour. Derrière ça, il y a une stratégie, théorisée notamment par le stratège Steve Bannon. L'idée, c'est d'inonder la zone. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est submerger le système, paralyser l'opposition sous un flot continu, incessant d'actions. Mais attention, pour bien comprendre les enjeux d'aujourd'hui, il faut faire un petit bond dans le passé. Un bond de 50 ans en arrière pour revenir sur une autre présidence qui a eu, elle aussi, de sérieux démêlés avec la justice. Le scandale du Watergate, ce n'était pas juste une affaire politique, c'était une véritable crise constitutionnelle, une crise qui a profondément secoué le pays et qui a mené à quelque chose d'inédit, la démission d'un président en exercice. Et au cœur de cette crise, il y a cette affirmation, devenue tristement célèbre, de Richard Nixon. L'idée est radicale. Si c'est le président qui le fait, alors ce n'est pas illégal. En gros, le président serait au-dessus de la loi. Une notion qui va faire son chemin et refaire surface bien des années plus tard. Forcément, après un tel choc, le Congrès a voulu réagir. L'image utilisée à l'époque, c'était de ligoter Gulliver. Il a donc mis en place toute une série de réformes pour encadrer ce qui était perçu comme une présidence impériale. On a créé des garde-fous, des procureurs spéciaux, des inspecteurs généraux, bref, tout un arsenal pour garantir l'indépendance des institutions et éviter que ça ne se reproduise. Mais voilà, en politique, le pendule finit souvent par revenir dans l'autre sens. Et après des années de contraintes, il a commencé à basculer, et de façon assez spectaculaire. Le grand tournant, c'est bien sûr le 11 septembre. Après les attentats, le pays est en état de choc. Cette crise nationale a créé une forte demande pour un pouvoir exécutif qui soit rapide, puissant, capable d'agir sans entrave. Et ça, forcément, ça a remis en question toutes les limites qui avaient été posées après le Watergate. Et c'est dans ce contexte qu'une théorie juridique qui était plutôt marginale jusque-là va revenir en force, la théorie de l'exécutif unitaire. L'idée de base est simple, la Constitution donnerait tout le pouvoir exécutif à une seule et même personne, le président, sans tous les contrôles imposés après le Watergate. On se retrouve donc avec deux visions qui s'opposent radicalement. D'un côté, la vision post-Watergate, un pouvoir fragmenté, très contrôlé par le Congrès, et de l'autre, cette vision de l'exécutif unitaire, un pouvoir consolidé, unique, où le président a une grande liberté d'action. C'est vraiment ce choc des visions qui est au cœur des tensions actuelles. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir comment cette théorie, au fond assez abstraite, s'est traduite très concrètement dans les faits. Comment ça s'applique, concrètement? Eh bien, par des décisions fortes, comme l'amnistie des émeutiers du 6 janvier, ou encore le licenciement en série de procureurs. Du point de vue des partisans de cette théorie, c'est tout à fait normal. Le président ne fait que reprendre le contrôle légitime de son administration. Mais pour les critiques, c'est une attaque en règle contre les institutions qui sont justement censées le contrôler. 17. C'est un chiffre qui parle de lui-même. C'est le nombre d'inspecteurs généraux qui ont été licenciés à Washington. Il faut bien comprendre que ces inspecteurs, ce sont en quelque sorte les chiens de garde indépendants des agences gouvernementales. 17 d'entre eux renvoyés. Prenons un cas d'école, celui de l'USAID. La stratégie est aussi brutale qu'efficace. On utilise l'arme du budget pour mettre les employés en congé forcé et paralyser complètement l'agence. Le message envoyé à tous les autres fonctionnaires est limpide. C'est le pouvoir exécutif qui a le dernier mot. Et cette nouvelle approche va trouver son point d'orgue dans la transformation d'une des institutions les plus puissantes et symboliques du pays, le ministère de la Justice. Tout s'incarne dans une affaire précise, l'inculpation pour corruption du maire de New York, Eric Adams, par la justice fédérale. C'est là qu'une note interne du ministère de la Justice va révéler un marché assez stupéfiant. On abandonne les poursuites pour corruption contre le maire à une condition, qu'il coopère sur la politique d'immigration du président. La justice devient alors un levier, un outil politique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le procureur en chef du dossier, Daniel Sassoon, refuse de se plier. Il juge le motif purement politique, contraire à l'éthique de sa fonction. Et en signe de protestation, il démissionne, entraînant avec lui ses collègues. Alors que les garde-fous du Congrès et des agences semblent affaiblis, toute la pression se reporte sur la dernière ligne de défense, le système judiciaire lui-même. Et la question qui peut paraître théorique va devenir très très concrète lors d'un bras de fer sur la politique d'immigration, et l'affrontement va bien avoir lieu. D'un côté, un juge qui ordonne de stopper des vols d'expulsion,
De l'autre, l'administration qui ignore purement et simplement cet ordre et continue les expulsions. C'est une confrontation directe, frontale et sans précédent entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Cette situation place le président de la Cour suprême, John Roberts, dans une position presque impossible. Comme le dit très bien la citation, le pouvoir judiciaire n'a pas d'armée. Sa seule et unique force, c'est sa légitimité. Et c'est précisément cette légitimité qui est ici directement remise en cause. Tout cela nous amène à la question fondamentale que pose notre source. Le système américain est-il gouverné par l'état de droit, ce principe selon lequel personne, pas même le président, n'est au-dessus de la loi, ou bien glisse-t-il vers un système de degrés royaux, où la volonté d'un seul homme finit par primer sur tout le reste?